Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Tado Kwan, je suis curateur au Centre culturel suisse de Paris et je vais modérer cette table ronde ce soir. Je vais faire un petit remerciement collectif parce que ça a été super de travailler avec les équipes de Nemo, du 104, du COEP et un merci spécial à l'équipe du CCS qui est toujours super. Et du coup, ce soir, on va faire une table ronde un peu différente avec 4 actrices du monde des arts numériques, on va dire, qui proposent des projets, des institutions, des manières de travailler avec l'art numérique, de le diffuser, aussi de le questionner. Et on a appelé cette soirée Immaterial Arts in a Material World, en référence à Madonna. Si vous avez la ref, c'est cette chanson Material Girl, où il y a ce gimmick qui revient, We all live in a material world. Et donc, ce qui nous a un peu intéressé là-dedans, c'est ce double rapport qui est un peu en jeu du terme matériel, avec cet aspect matérialiste, donc cette personne qui cherche l'argent, le luxe, etc. Mais aussi le monde matériel comme un rapport à la philosophie matérialiste qui voit dans le monde un rapport moniste où tout, que ce soit les sentiments, la conscience, la spiritualité, vient de sources physiques, matérielles. À l'inverse, c'est un dualisme qui verrait la spiritualité et la matière physique. Et je pense que ça peut être intéressant pour penser aussi les arts numériques. Donc on ne va pas spécifiquement parler de la matérialité que créent, on va dire, les arts numériques en termes de data center, de pollution, de colonialisme des minerais, etc., qui est évidemment un vrai sujet, mais plutôt la question de la matérialité de l'art numérique ou d'immatériel dans la répercussion ou la manière qu'il a de transformer ce qu'on appelle la réalité. Du coup, qu'est-ce que les arts numériques font et nous font. Et du coup, je vais pas trop parler plus, et je vais proposer un premier tour de table, si ça vous va, où chacune présenter un petit peu un projet, votre pratique ou votre rapport aux arts numériques, on va dire. Et j'avais préposé une petite question dont vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est toujours une question que je me pose, c'est quoi en fait les arts numériques, enfin, qu'est-ce que ça englobe, qu'est-ce que ça veut dire numérique par rapport aux internets, aux matériaux, aux technologies, etc. Donc je vous laisse la parole si ça vous va, et peut-être qu'on commence avec toi, Marlène Wenger, qui est curatrice et programmatrice artistique à la REC, qui est la Maison des Arts Électroniques Laval, et qui est un musée assez pionnier dans ces questions. Merci beaucoup. Oui, je suis Marlène Wenger. I'm the head of program curator at HEC since 2 years. And maybe I jump in, or maybe two more words. So we're a quite small museum in Basel. We exist since 2011. We have a collection of media art that is focused on Swiss artists, but we also exhibit international artists in regular exhibitions, and we're very much focused on theme-based exhibitions that deal with contemporary technologies and how they are kind of affect society and the world, to make it very short. But the definition of media art, so I took it seriously to think about it a little bit, which is of course a very, very huge topic, and because I can talk for hours. But the first thing, so I'm coming from the very classical field of art history, so I'm also gonna maybe take a step back to answer this question, if you allow me, for 3 minutes, to really think, like how this developed and how we have come to this definition. And first of all, I would like to quote Christiane Paul, who is of course an OG person in this field and has been like a media art curator for the last, 30, 40 years. And she defines it like this: like other art forms before it, new media art has shifted the focus from object to process. As an inherently time-based, dynamic, interactive, collaborative, customizable, and variable art form, new media art resists objectification and challenges traditional notions of the art object. So what we have here is like a lot of like the very core characteristics of what I would say is media art. But this, of course, then has led to the following situation that happened, that you have in the history of media art. When you look at this question and you go back, you see, I think that Domenico Guaranta could find something like a division of the two fields of Duchamp and Turingland. Duchamp being the contemporary art world as such, and Turingland, of course, the computer art world that also started at the same time, but it was like referring very different reference systems and very different people and had like a different scene.
So for a very long time, these two fields existed almost not touching each other. And also had like very different realizations in the material world that we're going to speak about. So I call this display situations, whereas the Duchamp, of course, has the white cube as like a typical exhibition space. Turingland has the black box. So also they're very kind of diametrically or like opposed to it. So you have to mention this was like the reality for the most of the 20th century, and maybe also the 21st. So as Gerd Loving put it, new media, to its credit, has been one of the very few art forms that has taken the programmatic wish to blow up the walls of the white cubes seriously. This was done in such a systematic manner that moved itself out of the arts system altogether. So for a very long time this was true. And then what happened, I think, in the last, 10, 15 years, is that these two separate fields started to merge after all. So Quaranta again said that when all is said and done, if art reflects the era, everything can be summed up in the terms of contemporary art. For at least the last 15 years, contemporary art has been the art of the information age. So with the presence of the internet and Web 2 mostly, and with in the arts the event of post-internet, I would say, these two fields have been merging more and more. I would say, although sometimes when you go to a fair anywhere in the world, you still think like, why is there no time-based art? So it still happens that this comes up. But I would say when you look at the museum exhibition shows, when you look out into the world, I think like a lot of times they're mixed, and there's no such thing as media, like especially or special museums for media art. But we are one still. So, and just for us, the definition that we work with mostly, I would say that digital art or media art, or how you call this, is art that uses contemporary technology as a medium and reflects on the economic, environmental, and societal implications of these technologies. At HEC, we showcase artworks that are not a mere demonstration of skills of these technologies, but that are interested in the critical voice that deconstructs, questions, misuses, or glitches these technologies. Thank you. On va continuer comme ça, Frédéric Riquetti. Moi, j'ai voulu faire un espèce d'exercice et laisser les arts numériques s'auto-définir. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT quelle était la définition d'art numérique. Et en fait, comme d'habitude, pose 1000 questions. Est-ce que tu veux une définition académique, grand public Et en fait, c'était vraiment pas très intéressante. Sauf à un moment donné, à force d'interagir avec ChatGPT, il arrive cette définition avec la perspective curatoriale et muséologique. Et je me suis dit, il faut quand même que je la lise, parce que ça peut être intéressante. Et du coup, j'ai trouvé que, selon ChatGPT, l'art numérique engendre ainsi une esthétique de la relation, il cite même Nicolas Bourrier, mais sans le dire, et du système, dans laquelle le rôle de l'institution n'est plus seulement de préserver et montrer, mais aussi de coactiver, d'actualiser, et parfois de coproduire l'œuvre avec artistes, ingénieurs, conservateurs et publics. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu reconnecté avec l'orbite, parce que nous, en fait, on est à l'opposé. On est un musée de 1862, qu'avec timidité et humbleness, on essaye de soutenir la création numérique. Mais évidemment, après toutes les recherches, Space, Tate ou Art, Fort, Whitney, on a dû faire aussi un reality check au niveau budgétaire, au niveau des ressources humaines. En fait, on n'a pas la chance d'avoir un digital curator et du coup de pouvoir se permettre d'avoir une collection digitale, malheureusement. Et on a décidé de faire de l'orbite, et c'est totalement un bébé pandémique. L'orbite est née quand c'était complètement impossible d'aller visiter les musées,
Et c'est un projet grâce au soutien de Pro Investia, always thankful to Pro Investia, qui avait aussi l'objectif de donner la priorité aux artistes suisses. Mais le vrai défi, c'était qu'est-ce qu'on fait avec cette plateforme une fois que la pandémie est finie, qu'on peut recommencer à avoir une vie normale dans la vie réelle, dans l'espace physique. Et du coup, on est là et on essaie d'expérimenter, peut-être, j'en parlerai un peu plus en détail après, mais voilà, je sais pas. Merci, bonsoir à chacun, chacune. Donc moi je suis Stéphanie Pécourt, je crois qu'il pourra rester. Je suis effectivement directrice de cette, j'ai quasiment envie de dire de cette anti-maison précisément, de cette anti-maison qui est un anti-musée, qui est un anti-centre d'art, qui est un anti-institution qui véritablement a été pensée à l'aune non pas de l'art numérique, mais de la pensée, et essentiellement effectivement d'une pensée plutôt orientée cyberpunk, une pensée effectivement orientée, comme tu le soulignais à l'instant, une pensée philosophique numérique, dissidente, qui amène à penser à un moment donné l'institution sur un enjeu qui est celui de comment être un vecteur, non pas de représentation, mais un vecteur d'expérimentation. Quand j'ai quand je présente le centre, je le présente effectivement souvent sous le vocable de vaisseau. Ça fait évidemment référence au vaisseau pirate, mais ça fait aussi des références à une question de nomadisme. Ça fait référence évidemment à une question à un moment donné de circulation qui pour moi effectivement prend toute sa signification. Le vaisseau, c'est également justement un clin d'œil aux plateformes pirates offshore qui avaient émergé dans les eaux déterritorialisées alors que la BBC avait imposé effectivement un monopole sur l'émission de première radio. Donc au-delà de l'art numérique, ce qui nous a intéressés, c'est vraiment effectivement, tu le disais à un moment donné, ce que fait la pensée numérique et non pas l'art numérique. J'ai vraiment un pur problème avec la question d'un art numérique d'ailleurs. On en avait parlé, j'aime pas cette distinction, j'aime pas cette ghettoisation. C'est un art du maintenant, c'est un art avec des moyens maintenant, c'est avec un art de médium contemporain. Donc effectivement numérique parmi tant d'autres, mais effectivement le vaisseau a été pensé à l'aune de cette pensée. Et je voulais revenir sur un court extrait d'un texte qui effectivement, dans un contexte où on parle beaucoup et à juste titre de la nécessité effectivement d'une régulation notamment algorithmique, notamment effectivement de sortir d'un internet et d'un cyberspace qui sont essentiellement marchandisables. Je voulais revenir sur quelques phrases de la déclaration d'indépendance du cyberspace, qui est une déclaration qui a été formulée en 1996 et qui, de manière très modeste, par John Perry Barlow, qui est effectivement un penseur pas libertarien mais libertaire. Il avait annoncé cette nouvelle déclaration avec effectivement l'ambition qu'elle soit une véritable déclaration en vue d'une civilisation d'esprit. Il déclarait, je me permets, « Gouvernement du monde industriel, géant fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberspace. Nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où vivent les corps. Nous créons un monde où tous peuvent entrer sans privilèges ni préjugés dictés par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance. Nous créons un monde où chacun, où il se trouve, peut exprimer ses idées aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme. Puisse-t-elle être plus qu'humaine et plus juste que le monde que nos gouvernements ont créé. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il ne se trouve pas là où vivent les corps. C'est vraiment effectivement assez drôle de relire ça quand on voit ce qu'est devenu effectivement l'Internet de la bipolarisation, l'Internet effectivement de Google et non de Tor, l'Internet non pas de Wikipédia mais d'autres plateformes qui amènent véritablement à penser la question de l'architecture du net, la question du code, mais revenir à un moment donné à cette pensée véritablement à nouveau libertaire, pas libertarienne, a pour nous effectivement été un moteur, et un moteur tout récemment d'un projet qu'on a mené ici, qui est un projet effectivement d'une télévision pirate qu'on a produite
entre Kinshasa, Tunis, Sousse, Paris, Bruxelles. Ça a été totalement comme ça devait l'être, c'est-à-dire foirax, approximatif, imprédictible et avec des moments assez jubilatoires. Donc parmi 12 heures d'émissions de télévision sur différents plateaux et dont celui-ci qui vendredi dernier était transformé en un plateau de télé, ça a été effectivement la volonté à un moment donné de mener un projet qui existait sous 2 régimes, le régime du live ici, le régime de l'internet via les plateaux et les plateformes créées, avec la complicité effectivement de notre pirate en chef qui était Charlie Aubry, et un projet qui jouait à nouveau sur cette, pas seulement ubiquité, mais sur ces régimes différents d'immanence, d'ontologie, qui nous intéressaient particulièrement. Et c'est un projet qui aussi avait clairement pour intention affichée de s'afficher comme résolument apatride. Que vous soyez à Kin, que vous étiez à Sousse, que vous soyez à Bruxelles, on s'en foutait de savoir quelle était la question du territoire. On s'en foutait aussi de savoir quel était entre guillemets le porteur du tel ou tel projet, puisque ça s'inscrivait dans un flux de 12 heures. Donc au-delà de la question à un moment donné aussi de cette identification et cette individualisation démiurgique de la création, il y avait un flux qui était amené. Voilà. Merci. Kikani Nicolella, qui est artiste curatrice et qui travaille notamment sur la question des communautés Web3 et des NFT. Et je te laisse peut-être en parler. Allô? Ok, super. Bonsoir. Je vais essayer de m'exprimer en français. Si ça ne marche pas, je passe en anglais. Bon, on va voir. Oui, voilà. Je m'appelle Kikani Nicolella. Je suis brésilienne basée à Bruxelles depuis 12 ans maintenant. Donc, je suis, depuis plus de 20 ans, je suis artiste et je travaille pas mal avec la vidéo surtout, qui c'est déjà entre l'art numérique, cinéma et art contemporain. Et donc, depuis mon début, je me souviens que je déteste toute cette question de me définir, de définir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est l'art numérique. Et je me souviens qu'au début, c'était art électronique, et après, non, c'est nouveau média, ah non, après, c'est vidéo artiste, ah non, maintenant, c'est... Donc, tous ces noms, je trouve parfois un peu vide, parce que c'est aussi, ça change. Mais je pense que, voilà, je travaille beaucoup avec Time Media, comment qu'on appelle ça en français en fait? Time-based media en français, je ne sais pas. Bon, voilà, time-based media. C'est, je pense, encore des mots qui s'approchent plus de ce qui m'intéressait. Et depuis 2008 aussi, presque comme une extension de ma pratique artistique, qui c'était beaucoup de mettre en rapport des êtres humains dans mes œuvres. J'ai commencé à mettre en rapport des artistes dans des curations, surtout centrées autour de la vidéo et des curations des programmes de vidéo pour musées ou pour institutions ou pour festivals, etc. Mais c'était toujours secondaire. Et après, on saute un peu dans les temps, et 2022. Bon, en 2021, on a vu cette explosion du NFT. C'est boom quand on regardait dans la média, bon, ça jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu monolithique. La vision était un truc qui ça ne me disait pas grand-chose, mais j'ai quand même commencé à écouter des artistes amis qui disaient non, c'est intéressant, en fait, si tu regardes bien, il y a des sub-communautés qui font des trucs intéressants, et en fait, ça peut être, il y a un côté utopique presque, d'une économie circulaire, finalement pouvoir, ces mécanismes de vente de fichiers numériques qui a un sens et qui a un public pour ça, et surtout il y a des communautés qui se contaminent. Et je commençais à regarder et j'ai trouvé effectivement la sub-communauté que j'ai trouvée intéressante. J'ai commencé d'abord à faire des NFT et très tôt j'ai devenu collectionneuse aussi et accro. Et maintenant j'ai plus de 5000 pièces
dans ma collection. Donc c'est un truc qui s'est devenu une pratique quotidienne aussi, la collection. Et j'ai commencé évidemment à curater. Et depuis 2 ans et demi maintenant, je suis en fait engagée. En fait, j'ai un job pour la première fois de ma vie, parce que j'étais toujours artiste. Oui, mais voilà un job. Donc maintenant, et donc ça a un peu pris toute ma vie, presque toute ma vie. Ça reste un peu un côté artiste, d'accord? Mais je suis head curator d'une plateforme d'NFT qui s'appelle Object, qui c'est justement dans cette communauté qui, depuis le début, ça m'intéressait parce que c'est plus... elle a été un peu dans un grassroots movement, on peut dire. C'est devenu un peu un lieu où les Global South, les artistes du Global South peuvent vraiment, ils ont pu vraiment créer un espace et se développer là-dedans. Et il y a un côté utopique, et moi je suis malgré tout très optimiste toujours et très un peu... oui, quand j'écoute ça que tu viens de dire, tu vois, de relire, repenser ce qu'on sentait ou ce qu'on imaginait de l'Internet il y a, je sais pas, 30 ans, 25 ans. C'est un peu ce qu'on retrouve maintenant de nouveau avec ce qu'on appelle la Web3, avec toutes les possibilités, tous les enjeux, tous les défis aussi, mais des belles choses qui se passent et qu'on pense que ça peut vraiment aider tous les artistes numériques. Donc je suis un peu dans cette aussi, en essayant aussi de parler un peu de NFT d'une autre façon, parce qu'il y a, comme j'ai dit, cette vision un peu monolithique. Il y a quelques institutions, maintenant, pas mal de galeries et de art fairs qui sont intéressées parce qu'il y a quand même une petite crise économique de l'art contemporain, donc ils sont intéressés à cause de ça aussi. Il y a quelques institutions qui s'intéressent, on collabore pas mal avec des musées et des galeries, des institutions, mais c'est encore très timide et je pense qu'on est encore dans un début quelque part. Après l'explosion de la bulle spéculative, qui moi, je suis très contente que ça passé. Maintenant, on peut construire quelque chose un peu plus sérieux. Hackbase, c'est quand même, on a déjà fait des choses avec. Ils étaient très tôt, ils se sont intéressés à regarder sur ça et essayer de comprendre, et essayer de faire des choses. Et donc, je l'applaudis pour ça. Pas avoir peur, parce qu'on voit beaucoup des musées, je ne vais pas donner des noms, mais j'ai parlé avec le curateur, on était intéressés, mais on avait peur parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était, et voilà, c'est bizarre. Et oui, il y a un côté spéculatif qui fait peur parfois, et donc voilà. Mais vous étiez... et encore, vous avez une pièce à moi dans votre collection. Pas encore. Thank you for the flowers. Yeah, we actually tried, so we did NFT editions actually, and started to collect on NFTs since like 2 years ago. And this year you had a project with Object through Annika Meyer, and I was part of that exhibition, and you had one of my pieces in your collection. Ah, yeah. Through this, yeah, of course, yes. Yeah. Sorry. I think it's always a long process the piece is actually in the collection. Although they are in your wallet, yeah. I don't know if they're in our wallet, but then they're not in our collection still. You know, because it's the how do you say, documentation of the process of acquiring. You are in your NFT collection. That's true. Oui, c'est tout très transparent et parfois ça fait peur aussi. C'est tellement transparent.
Mais bon, voilà, maintenant, pourquoi je suis ici, en fait, parce que j'étais invitée par Frédéric pour être la curatrice de Orbit de cette année, de 2025. J'étais très contente de cette invitation parce que c'est très intéressant, le défi de faire un projet. D'abord, à chaque année, c'était inviter un artiste pour faire une œuvre online, pour vivre pour toujours en fait en ligne. Et au début... Toujours, ça serait un autre sujet pour une heure de débat, mais en tout cas quelques années. Et depuis le début, je l'ai dit, en fait, c'est intéressant en fait de pouvoir inviter beaucoup d'artistes et comme une petite communauté prendre cet espace en main. Et donc, avec cette idée, c'est né Doomscrolling. Et je pense que je peux parler de Doomscrolling plus tard. Je ne sais pas si on parle maintenant ou si on parle plus tard. Si tu as envie d'en parler maintenant, c'est très bien. Ok, ça va. Donc, vous avez derrière moi, en fait, c'est une vidéo que j'ai faite de moi qui je suis en train de naviguer sur Doomscrolling. C'est une page web que vous pouvez tous regarder sur votre téléphone si vous voulez, doomscrolling.net. Mais aussi, vous pouvez entrer dans Orbit via les sites du musée pendant les premiers 6 mois et après il peut exister tout seul. Oui, pardon. Donc, Dans les musées, on a aussi tous ces problèmes de contrats, d'exclusivité, d'accès. C'est pas très drôle. Et je vous épargne les détails. Il y a un petit ordinateur en sortant de la salle aussi. Vous pouvez regarder tous les projets de Orbit de toutes les années, inclus Doomscrolling. C'est en fait une page créée par Canek Zapata, qui est un artiste mexicain. Elle est générative, donc elle est jamais la même chose et elle a un scrolling infini. Donc elle se génère pendant que vous êtes en train de scroller. Je ne sais pas comment dire ça en anglais, en français. Et donc, elle a une base de données des œuvres d'art de 27 artistes et elle utilise, donc Canek a fait un programme qui d'abord sélectionne des œuvres de ces artistes qui sont toutes en ligne comme un NFT. Donc, il utilise les NFT comme une façon de créer une base de données générative, parce qu'il peut pas seulement accéder les fichiers, mais aussi toutes les métadates de ces fichiers. Et évidemment, on a demandé les artistes l'autorisation de faire ça. Et après, les programmes qu'il a créés pour faire Doomscrolling, ça va créer des collages numériques assez excessifs, on va dire, qui c'est un peu aussi un miroir de notre condition, on va dire, comme spectateur de l'art. Et surtout en ligne, une œuvre d'art, elle n'est jamais toute seule. Maintenant, quand on la regarde sur social media ou sur Internet, et surtout via toutes les applications différentes, Twitter ou Instagram ou Facebook ou TikTok, c'est toujours beaucoup trop. Et beaucoup trop de choses à la fois. Et donc, c'est une expérience presque à l'opposé d'aller en musée et de voir des œuvres, chacune de son espace. Mais il y a quelque chose qui se passe, je pense, dans notre cerveau. C'est facile aussi de critiquer ça, mais je pense que tous ces artistes, ils sont, les choix des artistes, c'était tous des artistes, un peu de partout dans le monde d'ailleurs, ils sont tous, la plupart latino-américains et japonais et turcs, donc il y a aussi une variété là, mais ils sont tous des artistes qui s'engagent beaucoup avec l'internet, avec la culture des memes, des glitches, des gifs. Donc ils sont des artistes qui sont tout le temps en train de s'engager et de s'exposer à cet excès. Ça fait partie de l'esthétique aussi. Et ils souffrent de beaucoup de choses, des angoisses, des burn-out, de tout ça, mais en même temps, ils sont passionnés de tout ça. Donc
finalement, avec Doom Scrolling, on voulait à la fois faire une critique, mais aussi célébrer cette Internet qui a un côté encore, parfois, on trouve des pockets, des utopiques encore, je pense, des inclusions. Et ces projets, pour nous, c'était un peu ça. Trop bien, bah ça me permet d'enchaîner sur... On avait préparé 2 questions et je pense que je vais les fusionner en une. Et la première question, c'était par rapport à en fait, comment on a accès à ces arts dits numériques ou immatériels de ces pensées. Et est-ce qu'elles ont besoin d'une place physique? Comment on les regarde ensemble, seuls, sur un écran, dans un espace? Est-ce qu'il y a encore, c'est toi qui posais la question, Marianne, besoin d'un musée de l'art numérique? Est-ce que ça a encore sens aujourd'hui? Donc en gros, comment ces arts immatériels peuvent se matérialiser dans notre physicalité, on va dire. Et du coup, la question inverse, c'est peut-être comment, on va dire peut-être plus politiquement, nous, les artistes, tout le monde, peut investir ces espaces-là qui sont ceux du numérique pour porter un discours ou une action peut-être plus politique ou résistante, ou en fait comment ces espaces-là sont aussi des territoires à investir et comment les artistes peuvent s'en saisir. C'est un peu une question très large et très ouverte, mais ça ouvre une discussion. Moi? Let's follow the order. Oh man. It's a very good question, and we speak about this constantly, almost every day. Like, so our museum is called House of Electronic Arts. Is it still up to date? Do we need this ghetto kind of, or like niche word to describe the art that we're exhibiting? Yes or no? So we're constantly discussing it, and we also, Stephanie already mentioned it. It's like it's kind of a hate-love relationship all the time, because you see, of course, these days a lot of so I go through the world and I see a lot of shows where I think this is a heck show. Why do we not exhibit this? Why is it here? Why is it not at our museum? So it happens more and more that you cannot have like the exclusive right on we show electronic arts. But of course, this like 10 years ago already has been the case that it was not the case that people who work with VR or AR or any kind of like technologies, computer technologies in their art would find their way into museums that easily. It would not have been the case. So this is coming out of this need. But today, of course, more and more, this is a question, and also there's different answers to that. We still kept the name of the museum, also to reflect the history of that, to reflect the history of media art a little bit. But yeah, of course, it's a very big question. And for the second question that you mentioned, or the first part of your question, is like how does virtual art or digital art materialize in the exhibition space? And this is also a very topic that we deal with every day, of course. So, and for us, we have 2 exhibition spaces. We have a physical exhibition space and we have a virtual exhibition space. So unlike Arvid, we also have Virtual Tech, which is our it's a website-based art space that is hosted on a Common Gardens website. If you don't know it, Common Gardens is a project by Constant Dollard. It's not in the slide. Maybe it's in the slide later. Oops. Here, it looks like this a little bit. So it's an interactive website. It's a 2D space. We specifically decided not to have a 3D space, which you could also do, to have like a metaverse kind of situation where you could walk into, or like a game verse. We just specifically decided not to have that because it's much more complicated to load, for example. It needs much more data, it's much slower. So we have a 2D space that is interactive, meaning that when you go on there, you see all the people that are there, and then you can go closer and they pop off, and then you can talk to them immediately. And it's a very open space where artworks can live and in different formats, basically. Yeah, and so we've been doing that for a couple of years, and it's really I think it's a great extension to the physical exhibition space, because we can do projects that we could obviously not do in the physical space, and it's much more flexible. We can invite people, external curators, to host there, and it has had like a very, very huge potential to do that. And when maybe I add something of the thought that how
what happens when this kind of art comes into the physical exhibition space? How can it look like when you don't think like everything is just a screen? Because this is like obviously the challenge that you make an exhibition with digital artworks, but it's only screens in a show, and it's just like boring to look at. So I wanted to have like a little excursion, me being an art historian, of course. Is it upstairs? Where does it start? Here. So I wanted to do a little analogy of the screen, and also saying this is what I wanted to talk about. So the display in the sense, and I understand display here in the sense of the physical display as like the screen, but also the display as in like the exhibition space, or how the exhibition space is gestaltet, is designed. So the display is an interface and such. So the whole exhibition is an interface, but also the display is an interface. Just to bear with me. And this, of course, has been, why is it reversed so straight? So this, just to mention, also to go back, not go back in history, but just to mention that, of course, this question has been thought of for a very long time by all the different artists. So working with time-based media means that you have to think of how to exhibit this work, maybe more than a painter does, I don't know. Of course, I'm not saying that these people do think about this question, or have been for 100 years or more, but the same happens in time-based work. So there's very different characteristics of the screen. For example, it can come up in an installation, like here we tell, and it has different materialized aspects of the work that come into the show that are maybe part of the video work or the game space. It can be very, very immersive. So it can be a screen that is not only a screen, but this is kind of 360-degree view, and it's really like embodied around you. In the case of Ian Cheng or any other work that you see that uses very big screens to have this effect. So it's like cinema, but like potentialized. Even interactive or like installative artworks that use water and ponds and just like have very, very specific thoughts. And also this, I wanted to show Evan Franco-Mattes, to think of the screen obviously not only as like a medium where you show your work, but really think of how to position it, how the spectator reacts to it, and kind of making fun of that, of course, very obviously. I could have put your work here as well, Fatih. How did you manage that? Oh, and also like self-referential screens, of course. The interface as being like being itself, like also the painting had this moment of like the painting for the sake of the painting. So here's the screen for the sake of the screen, and also the screen as a painting or as a backdrop. So there's numerous kind of these examples, or the very conceptual screen with Pamela that becomes the painting. So what I'm saying here is just, even by bringing a screen into the exhibition space, it can mean a lot more, and oftentimes artists already think that. So it's already there, and you have to bring it into the right perspective in the museum space. And this is kind of what we try to do at HEC, to also respect what is already in the display coming from the artist, and to respect that obviously in the physical exhibition space, and to think of how can we show this and not make it boring and kind of repeat just the obvious choice. That's maybe one way to go. Et du coup, nous on a invité Marlène à curater la prochaine capsule qu'on présentera à Genève. Et pour nous, ça sera la première fois qu'on fait quelque chose dans l'espace physique. Moi, j'étais un peu contre au début. Je voulais vraiment que l'orbite reste seulement une expérience intime, un petit comité, même un solitaire. Mais je pense qu'il faut tout expérimenter parce que sinon on reste, on n'évolue pas. Et comme l'orbite, cette idée de gravitation, c'est vraiment de dire nous ne sommes pas experts d'art numérique. C'est pour ça qu'on invite des commissaires externes. Et avec eux et elles, on apprend, on découvre des artistes et on expérimente tous les formats. Pour moi, pour revenir à la deuxième question, en fait, c'est vraiment à l'ADN de l'orbite, comment je
je l'ai hérité, mais comment je l'ai un peu fait évoluer, c'est cette contradiction et paradoxe assez ironique, mais un peu tragicomique. Si on pense qu'en fait les précurseurs d'Internet, ARPANET, avaient été développés par RAND Corporation, les think tanks de la guerre froide, comme un network de communication sans autorité centrale qui soit safe d'une attaque nucléaire. On pense ça, du coup, le précurseur développé pour un safe space, et on pense à la dérive toxique d'aujourd'hui d'Internet, ce qu'il est devenu, c'est un lieu très très loin de la notion du safe, avec le cyberfascisme, le capitalisme, la colonisation, la censure. C'est vraiment en complicité ou même commandé par des régimes autoritaires ou pseudo-démocratiques. Et en fait, pour moi, la priorité avec leur but, c'était clair, c'était d'essayer au moins de créer un safe space où c'est un laboratoire pour les artistes, vraiment d'expérimenter de façon un peu anarchiste, même de façon méta, de réfléchir, déconstruire le scaffolding, l'infrastructure de propagande idéologique qu'il y a derrière les principaux technologies, et du coup de l'utiliser aussi pour ça. Et si on pense, et un autre élément très important pour moi, c'était aussi, si on calcule qu'en moyenne, on passe dans le monde entier 6h45 par jour en face d'un écran, souvent pour des expériences assez médiocres, comme consulter les emails du travail ou la frustration dans les social media, où on voit que tout le monde est toujours en vacances, sauf nous. Mais du coup, si encore une fois on veut attirer des gens à rester collés à un écran, il faut que ce soit une expérience un peu ludique, un peu ironique. Et je remercie Neo Consortium, c'était génialissime votre présentation, parce que l'humour et l'ironie, c'est pour moi aujourd'hui, avec l'anarchisme, c'est la seule façon de survivre dans ce monde inhumain qu'on habite. Et du coup, grâce, par exemple, on a la chance d'avoir parmi l'audience deux artistes des précédentes capsules, si on peut le mettre. Il y a Salvatore Vitale qui avait créé une installation web interactive qui s'appelle Decompressed Prism, qui explore, dénonce de façon ludique mais aussi assez parfois angoissante, du coup, met l'utilisateur dans une situation de test extrême, cette idée de l'omniprésence, de la surveillance. Et après, je n'ai pas trop parlé à la place des artistes, et vous, Salvatore, si tu veux ajouter quelque chose sur ton travail, tu es bienvenue. Et du coup, c'était vraiment une façon de dire, on vous montre pas seulement, c'est pas seulement une réflexion philosophique ou théorique sur la surveillance, on crée un outil, un apparatus où l'utilisateur, l'utilisatrice subit la surveillance. Comme ça, on déconstruit le système un peu à l'intérieur. Et parce qu'on aime aussi avoir des capsules, c'est une fois par an, du coup il faut qu'il y ait aussi un équilibre entre légèreté, ironie et anarchisme politique. Du coup après on avait invité Lorraine Ourès, qui vous allez découvrir, si vous avez eu la chance de trouver une place, sa performance plus tard. Et en fait son projet, l'hypnose du jardin, c'était complètement une démarche au contraire de dire on est dans une société qui est bombardée par des images souvent pénibles et inutiles. Est-ce que les images peuvent guérir? Est-ce qu'on peut créer une expérience réconfortante, méditative, hypnotique qui s'inspire du concept de l'Éden fantasmatique? Et du coup, c'est une vidéo de 21 minutes. On est presque censé s'endormir avec. Évidemment, il y a des images, c'est un vrai jardin à la base, à côté de chez elle. Mais petit à petit, il y a des apparitions, comme des hallucinations, parce qu'il y a une
de manipulation faite avec l'intelligence artificielle. Et voilà, du coup, on est dans une démarche un peu à l'opposé. Et on arrive à la capsule de Al-Fati. Pareil, si vous avez des choses à dire, merci d'intervenir. Qui, avec un humour très subtil et une approche esthétique aussi assez minimaliste, on est plutôt dans les domaines de l'exploration, du lien entre l'art et le domaine commercial. Il a créé une entreprise pharma imaginaire. On vit aussi dans une société obsédée par la beauté, la jeunesse éternelle. Et Slope Life, en fait, c'est vraiment une société qui prend soin de notre peau, de notre esprit. C'est une philosophie parce qu'il faut défier les temps et c'est un processus continu. Et du coup, c'est un site, je ne vais pas spoiler le projet, mais c'est un site de fake e-commerce, on va dire, où on joue aussi beaucoup avec la frustration du consommateur qui en fait arrive à mettre dans les paniers des produits en pensant vraiment finalement d'avoir trouvé la solution, le technosolutionnisme à la vieillesse. Et le moment du check-out, c'est révélatoire et je vous laisserai le découvrir. Sur la question et la manière dont elle est formulée, je suis désolée, c'est vraiment, je peux la gratter, mais elle pose question en elle-même. Déjà, on parle d'art numérique. Je crois qu'il n'y a pas un art numérique. Il y a effectivement des pratiques numériques et il y a des formats qui sont numériques, parfois d'ailleurs intriqués avec une dimension analogique, parfois physique. La question également, qui est celle de la muséification, qui est celle à un moment donné d'une aspiration à faire partie de ce qu'est un musée. Un musée, c'est quoi? Un musée, c'est une collection. C'est ce qui distingue d'ailleurs le musée même d'un centre d'art. C'est ce qui distingue effectivement le musée d'une autre institution expérimentale. Ce qui, moi, m'intéresse dans les pratiques numériques et pas dans l'art numérique, parce que ça me semble effectivement très superfétatoire, c'est le fait que certaines pratiques numériques ont effectivement cette possibilité, cette capacité aussi à un moment donné à mettre en dissidence et à littéralement déboulonner la question des modèles, qui sont des modèles comme les modèles muséaux. Les modèles muséaux qui sont des modèles hérités effectivement à un moment donné, comme les foires internationales, comme la foire de Venise, comme la foire, comme l'Eurovision, de modèles qui à un moment donné, tous ont vocation effectivement à consacrer, à sanctuariser. Des pratiques numériques qui nous intéressent particulièrement au centre sont à un moment donné celles effectivement qui de manière délibérée, de manière active, ne veulent pas, n'aspirent pas ni à la muséification, ni à l'itération, ni à la mise en collection. J'évoquais tout à l'heure le projet effectivement qu'on a porté la semaine dernière. C'était assez drôle parce qu'on a créé donc une chaîne, on a créé une plateforme Discord. L'envie était vraiment effectivement aussi à un moment donné d'avoir un discours cohérent. Si on parle de piraterie, si on parle d'anarchisme, t'es pas sur YouTube. Donc a priori, il fallait effectivement développer aussi un dispositif qui soit effectivement cohérent, éthique, qui nous semblait également susceptible de nous donner le plus large liberté de parole. Et en fait, cette chaîne avait une durée de vie de 2 jours, de 12 heures exactement. Et c'était assez drôle, on en parlait tout à l'heure. Pas mal d'amis, pas mal de pros, là, donc le projet a eu lieu jeudi et vendredi, m'ont appelé lundi en disant « Ah, fait chier, j'ai pas accès à la chaîne ». Eh ben non, c'était 12 heures. Cette idée à un moment donné aussi de contre-modèle à cette nécessité et à cette obsession, pas seulement la consommation, mais une obsession de durabilité, une obsession de conservation, une obsession à un moment donné de sanctuarisation. C'est tout ce que peut offrir aussi à un moment donné, à nouveau pas l'art numérique, mais des pratiques numériques. Avoir la possibilité à un moment donné comme lieu de se mobiliser à un endroit qui soit précisément pas celui de l'assignation, pas celui du classement, pas celui à nouveau effectivement d'une consécration, mais celui d'une opportunité. Créer une opportunité, être un lieu à un moment donné, je le disais tout à l'heure, être un lieu d'expérience,
un lieu d'opportunité et un lieu, à un moment donné, qui affirme sa propre finitude. Ce qui nous intéresse effectivement, typiquement au centre, c'est à un moment donné, c'est devenu une blague entre nous, ce qui naît au centre périt au centre. Il y a cette idée effectivement de se dire à un moment donné, les choses vont exister sur un autre régime. Si vous n'avez pas eu accès à la chaîne pendant les 12 heures, eh bien le projet existera par un régime et par une ontologie de mythologie, de contes, d'histoires, de rumeurs. On en riait tout à l'heure, il y a un côté... un Kaiser Sosé dans la stratégie qu'on a mise en œuvre, qui nous intéresse plus particulièrement, effectivement. Et donc, je crois que fondamentalement, sur la question qui était celle de, entre guillemets, le rapport de l'art numérique tel qu'elle était posée au musée, eh bien, l'intérêt de ces pratiques, c'est précisément qu'ils remettent en modèle et remettent en branle tous ces héritages, à un moment donné, occidentaux également, et des modèles hérités, effectivement, de cette illusion et de ces épistémologies conquérantes. Pardon? Ah oui. Je pense que quand on parle de dématérialisation de l'art ou de la pratique numérique, souvent c'est pas d'une façon un peu assez un défi, c'est compliqué. Et c'est drôle parce que moi je trouve tout à fait le contraire, parce que quand on pense à une peinture, une sculpture, un objet, il est fini. On peut imaginer ok, comment on va l'illuminer, où est-ce qu'on va les placer, à quelle hauteur, etc. Mais c'est fini. C'est pas très intéressant en fait. Je trouve vraiment pas intéressant de montrer un objet finalement. Mais si tu as un objet numérique, il peut être montré d'infinies façons, en fait. Et il peut s'adapter. Et moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de montrer dans des espaces très différents la même œuvre. Et ça donne des choses complètes, des expériences différentes. Et je pense que l'expérience dans un espace d'art, ça m'interpelle et ça reste dans mon corps, dans ma mémoire, beaucoup plus que regarder une œuvre. Donc, par exemple, au REC, Art Basel, je suis venue pour l'expo et je me souviens de cette œuvre qui je devrais... On a fait super vite parce que je travaillais, j'étais dans une foire, donc j'avais 5 minutes pour tout voir. Non, j'exagère, mais quand même, c'était pas la façon idéale. Mais j'ai vraiment pris le temps de me coucher dans cette style un octopus comme ça c'était une œuvre en réalité virtuelle, mais qui les problèmes de la réalité virtuelle, on parle toujours que ça nous coupe de ce qui nous entoure. Hein. Mais l'artiste, elle a vraiment conçu aussi un style d'une sculpture poussant, on ne sait pas, mais on se couche dedans, un type d'un octopus qui t'embrasse. Et après, dans la réalité virtuelle, il avait du sens, cette créature, elle était là aussi. Et donc, cette expérience, je me souviens beaucoup plus de ma sensation. Et j'ai resté longtemps, et comme ça me fait du bien, et tout ça, plus que l'image elle-même de l'œuvre elle-même, mais la sensation que j'ai eue. Et je pense que c'est ça que c'est super intéressant. Et par exemple, quand je prends les doom scrolling, moi, au contraire de Federica, moi, j'aimerais bien les faire aussi en concret, parce que je peux imaginer, par exemple, dans une salle, des centaines de téléphones équipants avec les trucs que tu dois scroller, mais c'est un peu compliqué, mais donc c'est une expérience qui devient une expérience collective parce que tout le monde essaye de scroller en même temps. Ou au contraire, c'est un grand écran et il y a, je ne sais pas, comment s'appelle ça, les trucs qui en marche pour faire des exercices. Oui, donc les tapis roulants, c'est lui qui fait les scrolls et donc on devient en fait, les scrolls sont infinis, mais on devient de plus en plus fatigué de les faire. Donc ça donne des expériences complètement différentes avec la même œuvre. Et donc c'est ça qui je trouve extrêmement excitant. Et c'est excitant aussi pour les visiteurs. C'est difficile à vendre, donc
c'est difficile, on ne va pas trouver dans les foires d'art très souvent. De plus en plus, maintenant, à Bâle, ils font, à Miami, cette semaine, il y avait plein des copains en train de faire des trucs NFT là-bas parce que voilà, ils ont décidé de faire une partie NFT dans la foire. Mais la plupart des cas, on voit encore des sculptures, des peintures. Mais si on va dans une biennale, si on va dans des lieux, pas des ventes d'art, mais des expériences d'art, je pense que c'est vraiment attirant pour le public d'être dans ce type d'expérience-là. Et je vois, quand je vais avec mes enfants, ils ont besoin, pas de l'écran, mais de l'expérience. Donc, ils sont beaucoup plus intéressés par l'installation, un truc interactif, qui regarder un Picasso sur le mur, quoi. Donc, ça ne les intéresse pas du tout. Non, mais vraiment, ça ne les intéresse pas. Et c'est intéressant de voir oui, voilà. Et je pense que l'art numérique, elle est quand même la plus contemporaine. Voilà, si on veut parler de l'art contemporain, l'extrêmement contemporaine, parce qu'on est maintenant entouré de ça. L'art numérique, années 50, imagine, c'était, voilà, on devait être dans un laboratoire dans l'université qui avait un ordinateur immense et l'artiste avoir l'accès à ces trucs qui étaient pas, une personne normale n'avait pas l'accès et maintenant tout le monde a l'accès et on est entouré. Et donc c'est aussi très différent de penser l'art numérique au début et maintenant. Voilà, c'est des différents enjeux. Eh bien, merci. Peut-être que si quelqu'un a envie de poser, il nous reste quelques minutes pour une question du public à nos intervenants. Et effectivement, le fromage nous attend. Vous allez voir à la sortie comment les développeurs, il y a un ordinateur avec le projet Orbit et il y a pas mal d'artistes du projet qui sont parmi nous, donc c'est un peu l'occasion aussi de découvrir ça. Et par rapport à l'Internet, on disait que notamment maintenant les enfants étaient plus complètement tentés par interagir, jouer. Ça fait pas ça, c'est des vidéos de chatons où les chatons ils sont surexcités parce qu'ils sont surstimulés. Et est-ce qu'ils sont encore capables, c'est une question rhétorique, d'apprécier l'immobilité, le tableau de Picasso, de se mettre devant quelque chose d'abstrait, concret, et de se perdre dans une image plutôt qu'être toujours stimulé par des pixels qui défilent, qui passent, un peu comme ces chats qui tapent dans des boules comme ça, pas excité. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre une partie humaine de contemplation et qu'on n'est pas dans la réaction immédiate à un stimulus ou à des stimuli complètement générés par des gens qui sont là justement qui sont des putaclics. Donc c'était ma question en fait. Est-ce que justement l'Internet ne peut pas justement replonger les gens, par exemple dans la performance qu'on va voir ce soir, apparemment c'est un spectacle qui lentement la chose se transforme et donc il y a quelque chose de plus immersif que ce côté scrolling où on a vraiment l'impression d'être un chat. Oui, mais je n'ai pas parlé que la stimulation doit être rapide ou même... non, mais en fait, oui, mais ça peut être interaction très lente, ça peut être... je ne sais pas, mais je parle de mes enfants qui sont quand même un peu différents parce qu'ils sont quand même très, très calmes et assez contemplatifs, mais quand même, et ils sont toujours plus intéressés par quelque chose qu'ils peuvent pénétrer, interagir, modifier, sentir une différence dans les temps. Si il y avait par exemple une expérience super belle à Berlin qu'on a vécu, c'était des nuages qui s'est formés comme ça dans un jardin et qu'on ne voyait plus rien parce que c'est devenu des brumes et après elles se dissipent. Donc c'était assez contemplatif, lent, mais les enfants pouvaient pénétrer, jouer avec, je vois rien, je vois quelque chose.
Donc, je pense que des œuvres comme ça, je ne dis rien contre les Picasso et les œuvres d'art, tu vois, la peinture, mais je dis simplement qu'il y a encore cette... L'oser s'ennuyer, oser aller jusqu'à l'ennui. Ah oui, ça c'est super intéressant. Oui. Dans la stimulation, mais oser parfois l'ennui. Bah oui, c'est super intéressant, ça, sans doute. Justement, c'est marrant parce que quand on pense à art numérique ou pratique numérique, c'est souvent des pratiques spectaculaires. C'est souvent effectivement des pratiques démonstratives. Le mot technophile a été effectivement évoqué. Il y a un champ du numérique à nouveau qui est beaucoup plus complexe. Il y a des œuvres numériques qui ne fonctionnent absolument pas effectivement sur cette logique de séduction également. Sur cette logique, même au-delà de séduction, d'érotisation par rapport. Il y a effectivement nous par exemple la Biennale Nova qu'on a mise en œuvre, on voulait vraiment effectivement la définir à un endroit de l'anti-spectacularité, de l'anti à un moment donné effectivement séduction, aller vers des œuvres qui au même titre qu'une sculpture, qui au même titre qu'une peinture, on n'a pas un rapport statique à une œuvre plastique. Moi j'adore la sculpture, j'ai vraiment le sentiment de vivre en interaction avec les sculptures qui m'intéressent. Donc je crois qu'effectivement opposer ces régimes différents est plus complexe parce qu'en fait il y a aussi un numérique qui, comme vous le soulignez, qui moi est le numérique qui m'intéresse absolument pas, qui soit celui effectivement des chacun excitant. Non. Oui, une dernière expo que j'ai créée à Berlin, c'est un artiste japonais qui fait des images en mouvement mais avec algorithme. Donc c'est pas vidéo, c'est... à la fois il montrait son code dans une grande projection, mais aussi on a montré des vidéos qu'il a créées avec ses codes dans des écrans de cette taille comme ça. Et donc c'était tout un mur blanc avec un petit écran comme ça, de l'autre côté un petit écran comme ça. Et donc dans l'espace on avait 5 petits écrans, un pour chaque mur comme ça. Et c'était super beau, quoi, parce qu'on devrait vraiment, ça nous appelait à l'intimité sans rien dire. On devrait vraiment nous approcher et rester longtemps tout seul avec cette petite image vidéo. Après, quand on a eu une foule dans un des vernissages, bon, personne ne voyait rien, c'est vrai. Donc on disait, bon, vous devez venir quand il n'y a plus personne dans la galerie parce que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de cette intimité, cette solitude avec les œuvres. Donc oui, il y a tous les types. Merci. On peut continuer la discussion ici en haut, autour d'un verre et d'un plateau de fromage. Et puis pour celles et ceux qui seront là pour la performance, on va se retrouver à 21h à l'entrée de la salle où on sera de toute façon tous et toutes ensemble. Merci beaucoup.